Kay est un pleurnichard pas très beau, le soldat le plus faiblard de son village, mais sa vie prend un tournant inattendu quand il se souvient soudain d'une vie antérieure, débloquant sa capacité à utiliser la magie du feu. Il devient alors le chasseur de monstres le plus surpuissant, capable de mettre tout le monde au tapis sans problème. L'histoire commence avec Kay et ses compagnons villageois menant une bataille perdue d'avance contre une petite armée de demi-humains. Mais au fil du combat, Kay se retrouve acculé par des monstres. Alors qu'ils sont sur le point de l'achever, Ola, le plus fort guerrier du village, arrive et sidère Kay en anéantissant sans effort les créatures qui l'entourent, forçant les autres à battre en retraite. Ensuite, les villageois récolteront les cœurs des monstres vaincus, appelés pierres divines. Ces pierres servent à doper l'énergie spirituelle, et comme Ola est le plus puissant, il en reçoit bien plus que les autres, c'est la règle. Quand Kay boit sa part de pierre divine, il se sent instantanément plus fort. Il demande alors au chef d'escouade, Manso, un peu plus de cette bonne chose, mais Manso lui répond qu'il n'en aura pas d'autre car il est faible et ne vaut rien, point barre. En entendant cela, Kay décide de devenir plus fort sans consommer de pierre divine. Ainsi, à la tombée de la nuit, il s'entraîne désespérément dans l'une des cours du village, jusqu'à ce que Manso le trouve en train de se ridiculiser et décide de lui donner un coup de main. Pendant son entraînement, Kay trébuche et tombe comme une patate avant de s'évanouir et de se retrouver en chute libre dans un souvenir d'un autre monde ressemblant étrangement au Japon moderne. Alors qu'il tente de comprendre ce qui se passe, il revient soudain à la réalité et décide que la nuit est finie pour lui. Un peu plus tard, alors qu'il repense à ce qui s'est passé, il commence à parler de magie du feu, de magie, et Manso l'entend par hasard. Sans sourciller, il raconte à Kay l'histoire d'un moine célèbre pour avoir créé la magie du feu à partir de rien, ce qui encourage Kay à tenter de faire de même. Le lendemain matin, Kay se faufile dans une cour vide pour recréer la magie du feu, mais toutes ses tentatives de canaliser l'énergie spirituelle échouent lamentablement. Alors qu'il essaye de comprendre pourquoi une horde d'orques attaque un village allié voisin. Kay interrompt brusquement son entraînement et s'y précipite avec ses collègues pour prêter main forte. Arrivés sur place, les deux armées Toa parviennent à abattre quelques orques, mais pendant le combat, Kay se blesse au genou et se retrouve handicapé. Heureusement, avant que les orques ne l'atteignent, Alha en élimine brutalement un et met les autres en fuite, tandis que Manso aide Kay à se relever pour qu'il puisse se rendre au quartier général pour des soins. Cependant, avant qu'il n'aille loin, un orque s'approche lentement d'eux par derrière. Kay réalise que Manso mourra s'il continue de le traîner. Alors, pour sauver son ami, Kay dit à Manso de l'abandonner pour qu'il puisse vivre. Manso tente de refuser, mais en voyant la détermination dans les yeux de Kay, il s'excuse pour ce qu'il est sur le point de faire et s'en va. N'ayant plus nulle part où fuir, Kay continue désespérément d'essayer d'activer sa magie du feu. Mais avant que cela n'arrive, le couteau de l'orque traverse l'air et s'enfonce profondément dans son épaule, le blessant. Immédiatement après, l'orque lui saisit le cou et l'étrangle sans pitié. Mais même ainsi, Kay refuse d'abandonner pour l'instant, c'est alors qu'il tente une dernière fois de rediriger son énergie spirituelle. Juste au moment où il est sur le point de s'évanouir, il remarque une étincelle au bout de ses doigts et l'amplifie immédiatement pour créer un grand feu. En moins d'une seconde, Kay transforme la face de porc de l'orque en bacon caramélisé et la chaleur intense fait s'évanouir la créature. Après s'être sauvé, Kay remarque que le feu sur sa main brûle toujours, mais quand il essaie de l'éteindre, il s'affaiblit soudainement et s'effondre. À ce moment-là, il remarque que l'énergie spirituelle de sa pierre divine se vide massivement et réalise qu'il lui faut une solution au plus vite, sinon il mourra. Le temps pressant, il visualise le flux de son énergie spirituelle et parvient, d'une manière ou d'une autre, à bloquer ses voies de chi pour éteindre le feu. Soudain, l'orque se relève, le visage blessé et le transporte aveuglément vers le bord d'une falaise, avec une rivière en contrebas. Alors qu'ils approchent du précipice, Kay réalise que l'orque ne peut plus voir. Alors, il tranche l'orque à la poitrine et tous deux tombent de plusieurs mètres dans la rivière. Quelques minutes plus tard, Kay rampe jusqu'à la berge, entouré par une vallée, récolte la pierre divine de l'orque désormais mort et en avale le contenu d'une traite. Après avoir reconstitué son pouvoir spirituel déclinant, il s'appuie contre un grand arbre voisin pour se reposer et, espérons-le, mourir de sa profonde blessure à l'épaule. Cependant, lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il réalise que sa blessure profonde a maintenant guéri. C'est étrange, car il sait qu'il aurait dû mourir de ses blessures. Mais puisqu'il a eu une seconde chance, Kay suppose que la blessure a dû guérir parce qu'il a mangé la pierre divine d'un orque entier. Sachant cela, il se lève et décide d'explorer la vallée où il se trouve. Mais peu après, il découvre une pierre tombale avec des écritures incrustées dans le grand arbre où il a dormi, couverte de lierre. Il décide de brûler les lianes de la pierre tombale pour essayer de lire ce qu'il y a dessus. Pour ce faire, il pointe son bras vers la pierre et en fait jaillir du feu. Mais cette fois, le feu devient si grand qu'il le déséquilibre. En regardant son reflet dans l'eau, il aperçoit la fameuse crête divine, ces étranges marques que de nombreux porteurs gardiens produisent sur leur visage lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, et il soupçonne qu'ils pourraient s'être réveillés en tant que porteurs gardiens. Les porteurs gardiens sont des combattants spéciaux, bénis par les pouvoirs d'un dieu de la terre. Alors, quand les marques disparaissent de son visage, Kay décide de grimper les rochers pour retourner d'abord auprès des autres au village. Cependant, après plusieurs tentatives, les rochers s'effritent tous sous sa prise, ce qui le
rend encore plus perplexe. C'est alors qu'il entend une voix dans sa tête lui disant d'y aller. Kai fait donc un acte de foi et remonte la vallée comme un véritable Spider-Man. Un jour après son retour au village, Kai fait de son mieux pour cacher ses nouveaux pouvoirs à tout le monde, mais comme il connaît à peine les limites de ses nouvelles capacités, il en fait un peu trop pendant les heures de travail, rendant ses collègues légèrement suspicieux. Pendant leur temps libre, ils lui demandent comment il est assez fort pour faire autant en si peu de temps. Kai leur répond que c'est parce qu'il a accumulé trop d'énergie spirituelle en consommant plusieurs pierres divines des orques sur le champ de bataille. Heureusement, il gobre son histoire bidon et même Manso le félicite d'avoir eu tant de chance. Kai est donc tiré d'affaire pour l'instant. Très tôt, le lendemain matin, Kai se faufile au même endroit du village pour pratiquer à nouveau sa magie du feu. Mais pendant qu'il s'y affaire, la fille du baron du village, Dame Jose, qui se trouve être aussi une porteuse gardienne, apparaît et aperçoit Kai en train de faire quelque chose de très suspect. Pour garder son secret, Kai cache la flamme qui brûle sur sa main. Mais José, qui avait déjà tout vu, le coince et le manipule habilement pour qu'il lui raconte toute l'histoire. Peu après avoir tout appris sur les pouvoirs de Kai, elle lui dit qu'il est un utilisateur d'aptitude et décide de s'entraîner avec lui pour tester sa force, surtout après avoir entendu parler de toute la puissance qu'il a acquise en mangeant les pierres divines sur le champ de bataille. Kai essaie d'éviter de s'entraîner avec elle pour garder sa crête divine cachée, mais comme il ne peut désobéir à un ordre de quelqu'un comme Jose, il la combat quand même et parvient, d'une manière ou d'une autre, à éviter d'exposer sa crête. Après leur entraînement, Kai demande à Jose pourquoi elle s'entraîne si dur pour rattraper son frère et son père. Jose, qui a visiblement des problèmes avec son paternel, répond à Kai que c'est parce qu'elle veut être assez forte pour protéger son village. Qu'elle soit une femme ou non, c'est son objectif. Actuellement, elle sait qu'elle manque d'entraînement pour être considérée comme une guerrière, mais même ainsi, elle dit à Kai qu'il existe d'autres moyens de protéger la Terre que de gagner des batailles. Confus, Kai lui demande d'expliquer sa dernière déclaration. Mais comme elle manque de temps, José promet de le faire l'accompagner bientôt à son activité mensuelle de nettoyage de tombes pour son dieu de la Terre dans le village d'Ida afin qu'ils puissent en discuter en chemin. Quelques jours plus tard, José tient sa promesse et emmène Kai et les membres de son escouade l'accompagner à Ida. Cependant, une fois arrivée, elle l'emmène dans un petit champ de fleurs discret autour du village et prie, utilisant son énergie spirituelle, son dieu de la terre pour obtenir la grâce de se rassembler dans cette terre stérile. Il s'avère que le village d'Eda appartenait autrefois à la lignée de la famille Malak, d'où José est originaire, mais depuis qu'ils ont abandonné la terre à cause des attaques de demi-humains, l'esprit du dieu de la terre s'est affaibli et la terre est devenue de stérile. En tant que seule porteuse gardienne du village d'Eda, José reconnaît ses faiblesses et explique à un Kai très confus que la force d'un porteur gardien affecte directement la fertilité de la terre qu'il est censé protéger, c'est une connexion vitale. En d'autres termes, plus un porteur gardien s'affaiblit, plus la terre sera stérile et plus le dieu de la terre sera faible en général. Cela dit, José met fin à la conversation et passe par une trappe avec Kai et quelques autres pour atteindre la pierre tombale de son dieu de la terre, sous terre. Pendant qu'elle nettoie la pierre, Kai observe les écritures sur l'énorme dalle et se sent un peu confus car il ne les comprend pas. Cependant, lorsqu'il touche les écritures sur un côté de la pierre tombale, il commence à les lire et marmonne pour lui-même. Bientôt, José le surprend en train de marmonner et le confronte à ce sujet, mais avant qu'un mot ne puisse sortir de sa bouche, Kai aperçoit les cruches à lait portable de Jose taquinant son chemisier et s'embrouille dans ses mots comme un parfait idiot. Heureusement, José ne soupçonne rien de bizarre dans son comportement, alors quand il reprend ses esprits, il continue de l'interroger sur ses projets pour Ida et elle lui raconte tout ce qu'elle compte faire pour rendre Ida fertile à nouveau. Impressionné par son sens des responsabilités, Kai devient un peu jaloux, se demandant s'il parviendra un jour à trouver son dieu de la terre et à être aussi responsable que Jose. C'est alors que les soldats, gardant la pierre tombale, se précipitent à l'intérieur pour signaler qu'un petit groupe de macaques monstres prévoit de les attaquer à l'instant même. Alors, sans perdre de temps, les soldats couvrent la pierre tombale et font sortir Jose discrètement par l'arrière afin qu'elle puisse retourner en toute sécurité au village de Lag. Mais malheureusement, avant de quitter Ida, ils se retrouvent acculés par quelques macaques monstres. Voyant cela, Jose active son pouvoir de porteuse gardienne et tente de défendre sa terre, mais lorsqu'elle aperçoit l'expression terrifiante sur le visage du monstre, tout son corps se paralyse d'une peur surréelle. Heureusement, avant qu'il ne l'atteigne, Kai accélère le pas et détruit habilement les 3 macaques monstres. Mais immédiatement après avoir abattu le dernier, José aperçoit sa crête divine juste avant qu'elle ne disparaisse et halète sous le choc. L'armée de macaques vaincus, José retourne à Lag avec l'escouade de Kai et se fait réprimander par son frère Al et leur père, l'actuel baron du village Vézin, pour avoir figé comme une petite fille pathétique face à l'ennemi. Quand elle essaie de se défendre, Vézine la rejette et tourne plutôt son attention vers Kai, le jeune homme qui a habilement abattu un macaque monstre à lui seul pendant qu'Al part sécuriser la frontière.
Pendant ce temps, Kai se fait taquiner par ses collègues, non seulement pour avoir vaincu un macaque à lui seul, mais aussi pour avoir réussi à intéresser une belle dame comme José à sa personne. Pour éviter d'attirer une attention indésirable, Kai leur dit qu'il était juste désespéré à ce moment-là, mais malheureusement pour lui, une autre beauté de son village, Elsa, remarque sa popularité et commence à imaginer de futures sessions de collaboration avec lui. Peu après, José le tire de la foule, l'emmène à leur endroit discret dans le village et le remercie de lui avoir sauvé la mise au village d'Ida. Ensuite, elle demande à Kai de s'entraîner avec elle tous les jours, surtout après sa performance embarrassante lors de la récente bataille, et Koi accepte finalement. Plus tard ce jour-là, Elsa remarque Kai en train de fendre des bûches tout seul dans une cour et lui apporte de l'eau à boire pour se rafraîchir. Kai est un peu déconcerté par son acte de gentillesse soudain, mais après avoir bu, il la complimente et la regarde rougir intensément. C'est alors qu'une femme plus âgée, nommée Adelia, appelle Elsa pour lui demander de faire une course. Elsa quitte Kai, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Malheureusement, comme Kai est encore puceau comme vous et ne comprend rien aux flirts de base, son cerveau sous-développé n'a pas réussi à saisir la raison pour laquelle Elsa était si amicale avec lui. Après son départ, Manso apparaît pour taquiner Kai, mais pendant qu'il y est, Kai entend soudain un oiseau appeler dans les bois et il se souvient avoir déjà entendu cet appel dans la vallée. Plus tard cette nuit-là, Kai entend à nouveau le même chant d'oiseau. Alors, pendant que tout le monde dort, il s'habille et se faufile hors du village comme un vrai Batman pour visiter la vallée où il a failli mourir encore une fois. Arrivé là, notre petit gars se plonge dans la rivière pour se rafraîchir un peu, puis se dirige vers la pierre tombale après son bain pour lire les symboles qui y sont gravés. Contrairement à la pierre tombale du village d'Eda, Kai trouve les mots assez difficiles à comprendre. Alors, au lieu de perdre son temps à essayer de les déchiffrer, il remercie le dieu de la terre vivant dans l'arbre de l'avoir sauvé et procède au nettoyage de la pierre tombale. Après cela, Kai a soudain l'idée de se construire une maison dans la vallée. Mais pour ce faire, il remonte la vallée et essaie de couper du bois d'un arbre en utilisant sa magie du feu. Cependant, lorsque les arbres commencent à brûler, il réalise que la magie du feu ne fonctionnera pas. Alors, il commence à réfléchir à d'autres méthodes pour résoudre son problème. Après s'être creusé les méninges quelques secondes de plus, Kai se retrouve à divaguer sur la création d'une lame invisible capable de couper les liaisons moléculaires entre les molécules d'arbres et cela le surprend un peu. Notez bien, le monde de Kai est bien trop en retard pour connaître les liaisons moléculaires, ce qui signifie que Kai vient d'avoir un autre flashback de ses souvenirs du Tokyo moderne. Mais même ainsi, il oublie les détails et décide d'utiliser cette connaissance pour créer la lame invisible afin de se glisser entre les molécules. Malheureusement, avant qu'il ne puisse y parvenir, il sent un certain chaos dans les bois voisins et explore tout l'endroit jusqu'à ce qu'il trouve un petit groupe de petites personnes étendant une corde dans la vallée. Pensant qu'il s'agissait juste de garçons et de filles au hasard, Kai se précipite hors de sa cachette pour les empêcher de se tuer. Cependant, lorsqu'il s'approche d'eux, il réalise qu'il s'agit d'une tribu de petites personnes appelées les Koror, qui parlent aussi une langue différente et il exige de savoir ce qu'ils font dans la vallée. C'est alors que le chef de la tribu, Porik, s'avance, se présente à lui et s'excuse respectueusement auprès de Kai d'être entré sans permission dans la zone interdite du grand dieu de la vallée. Ensuite, il lui explique qu'un groupe de soldats orques les a attaqués il y a quelques jours pour tenter de s'emparer de leur dieu de la terre, et comme leur corps chétif ne faisait pas le poids, ils n'ont eu d'autre choix que de fuir pour sauver leur peau. Cela dit, Porek appelle alors Kai le dieu de l'arbitrage et le supplie de les sauver de leur situation difficile, mais avant de répondre à leur requête, Kai demande à Porek de lui dire ce qu'est ou qui est le dieu de l'arbitrage. Quand Porek lui dit que le dieu de l'arbitrage est la plus forte de toutes les créatures, Kai lui assure qu'il n'est pas encore cette personne. Mais même ainsi, Porek dit qu'il peut voir la noble lumière spirituelle bleue dans sa poitrine comme un symbole de la protection du dieu de la vallée sur lui. Cela dit, il raconte à Kai qu'il a déjà laissé sa petite fille, Haruwei, descendre dans la vallée afin que le dieu de la vallée puisse prendre sa vie et leur envoyer de l'aide. Cependant, Kai n'est pas du genre à laisser une innocente mourir pour rien. Alors il descend dans la vallée et aperçoit Harui à terre, respirant difficilement, refusant de la laisser mourir. Kai répare accidentellement toutes ses cellules endommagées avec de la magie et la laisse se reposer pour qu'elle reprenne conscience plus tard. Juste après l'avoir soignée, il entend des cris dans la vallée et réalise que les orques attaquent les autres. Alors, sans hésitation, il retourne à la surface, détruit quelques orques et se prépare à affronter l'un des orques les plus forts, qui se trouve être un porteur gardien. Cependant, juste avant de commencer à se battre, il entend à nouveau cette voix familière dans sa tête, lui disant de détruire tous les orques et d'ancrer la peur au plus profond de leur cœur. Alors il regarde la pierre tombale pour vérifier si c'est le dieu de la vallée qui lui parle. Une fois qu'il confirme que c'est le dieu qui parle, il libère sa crête divine et travaille avec Porik, qui se trouve également être un porteur gardien, pour maîtriser les gardes du corps de l'orque plus fort. Ensuite, il ramasse le couteau de boucher d'un des orques décédés et s'approche de l'orque porteur gardien pour le trouver.
Sentant le danger, le porteur gardien commence à trembler en essayant de se tirer d'affaire, allant même jusqu'à supplier Kai de le laisser partir. Mais c'est alors que Kai dégage la noble lumière spirituelle bleue du dieu de la vallée de son corps et promet de détruire l'orque pour la paix de la vallée. N'ayant plus d'autre choix, l'orque tente un coup sur Kai, mais Kai tranche rapidement son corps avec sa lame de vent magique, le détruisant et arrache la pierre divine de l'orque porteur gardien. L'orque mort, Kai désactive ses pouvoirs et présente la pierre divine à Porek et à son peuple. Comme c'est la première fois qu'il élimine un orque porteur gardien, Porek lui dit qu'en consommant la pierre divine de l'orque, il peut hériter de la protection du dieu de la terre de l'orque et devenir plus fort. Pour tester cela, Kai divise la pierre divine et son contenu en deux et la partage avec Porek pour le remercier de l'avoir aidé plus tôt. Après avoir bu le liquide puissant de la pierre divine, Kai a un terrible mal de ventre et décide de retourner dans la vallée pour y passer le reste de la nuit. Peu après s'être endormi, Kai rêve d'un souvenir d'enfance de sa vie passée qui montre son jeune lui pleurant sur les corps de ses parents biologiques quelques instants après leur mort dans l'incendie qui a ravagé sa ville natale. Il se réveille à l'aube seulement pour trouver Harui dormant dangereusement près de lui. Comme toute personne saine d'esprit, Kai réveille Harui et exige une explication pour ses actions troublantes, mais pour sa défense, Harui lui dit qu'elle a dormi près de lui parce qu'elle se sent redevable envers lui pour avoir sauvé son peuple. À ce moment-là, Kai commence à la considérer comme une véritable plaie, mais alors qu'il est sur le point de la chasser de la vallée, le soleil se lève et il remonte rapidement la vallée pour arriver au village avant que Jose ne réalise son absence. Cependant, lorsqu'il arrive au sommet de la vallée, Kai trouve Porek et son peuple déjà là à l'attendre. Alors, pour éviter de devenir leur babysitter, il leur dit de retourner sur leur terre. Malheureusement, le reste de l'armée d'orques monstres attaque toujours leur patrie. Alors, Porek dit à Kai qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'établir un camp temporaire dans la vallée, et Kai les laisse finalement faire, à condition qu'ils restent à l'écart de la vallée. 1 heure plus tard, Kai retourne au village et commence son entraînement matinal avec José. Cependant, pendant qu'il s'y affaire, Vezin l'appelle pour une bataille simulée matinale entre eux deux afin de tester sa force, ce qui attire une foule immense de spectateurs. Bien que cela soit assez gênant pour Kai, qui essaie de rester discret, il accepte néanmoins le duel et se rappelle de réprimer sa force pour ne pas exposer sa crête divine. Au début du combat, Vezin porte les premiers coups et Kai les esquive tous habilement jusqu'à ce que sa crête divine apparaisse. Dès qu'il le remarque, il panique et interrompt le combat pour se calmer afin qu'elle disparaisse. Cependant, une fois qu'elle disparaisse, il reprend le combat, supprimant encore plus de son pouvoir spirituel et perd facilement le duel contre Vezin. Après la bataille simulée, Vezin est tellement intéressé par Kai qu'il promet de l'entraîner tous les jours à partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Et Kai accepte à contre-cœur. Une fois Vezin parti, Kai reprend le cours de sa vie, tandis qu'Elsa, qui a tout vu du combat, continue d'admirer son prince charmant en secret. Plus tard dans la nuit, Kai se faufile à nouveau dans la vallée pour revoir la pierre tombale. Mais en arrivant, il trouve Ahurui campée dans une cabane près de la tombe et lui demande si elle a laissé d'autres personnes entrer dans la vallée. Après avoir assuré à Kai qu'elle était la seule à être venue ce jour-là, Ahurui lui sert à manger et le pauvre Kai dévore tout comme un loup affamé toute la nuit. Quelques jours plus tard, Kai se faufile dans la vallée comme à son habitude et tente de ranimer des fleurs fanées près de sa pierre tombale. Cependant, comme il n'est pas encore le super-héros qu'il espère, il échoue lamentablement et en conclut qu'il a encore besoin d'entraînement. Le soir du jour suivant, il trouve Elsa se promenant dans les champs de fleurs de leur village et lui demande si quelque chose ne va pas. Après lui avoir dit qu'elle admirait simplement les fleurs, Elsa se met à jacasser sur la façon dont elles ont poussé à partir des graines qu'ils ont apportées de leur village et Kai se souvient soudain qu'Elsa et lui sont en fait nés dans le même village. Alors que leur conversation se poursuit, Elsa a un petit frisson en apercevant les pectoraux de Kai et commence à le couvrir de louanges et de compliments. Même si la plupart des villageois de Lag le trouvent déjà fort, Kai répète à Elsa qu'il doit devenir toujours plus puissant s'il veut survivre dans leur monde impitoyable. En entendant tout cela et d'autres paroles inspirantes de Kai, Elsa lui raconte la nuit où il a juré de devenir plus fort, et Kai se souvient de ce moment d'il y a plusieurs années comme si c'était hier. Cette nuit-là, les seuls survivants du village natal de Kai, dont le petit Kai et Elsa, marchaient sur un sentier dans les bois quand, soudain, un monstre macaque les a attaqués. Heureusement, avant que le monstre ne les anéantisse tous, le petit Kai s'est agrippé de tout son petit corps de 15 kg à sa patte, faisant perdre l'équilibre au macaque, ce qui leur a fait gagner un peu de temps avant que Vezin arrive pour détruire la bête.
Alors que la plupart des gens considèrent Vezin comme le héros de cette nuit-là, Elsa sait que Kai est le vrai héros, car même après leur avoir fait gagner du temps pour que les secours arrivent, il est resté humble et a fait la promesse de devenir plus fort pour le bien de tous. En se remémorant ce souvenir crucial, Kai fait quelques blagues sur sa promesse de cette nuit-là, mais Elsa lui assure qu'il est toujours en bonne voie pour la tenir. Plus tard, au milieu de la nuit, un puissant monstre orgue gardien Barado nommé Adurakan anéantit à lui seul tout un campement de demi-humains macaques quelque part dans les bois et continue de faire marcher son armée d'orgues décérébrés vers la vallée pour détruire le peuple Koror. Le lendemain matin, Vezin et Ola mobilisent leurs hommes et leurs ouvriers pour déplacer 60% de leur récolte de leur entrepôt officiel vers un lieu secret avant qu'il ne soit trop tard. Il s'avère qu'un inspecteur de la capitale du royaume unifié, le royaume souverain du village de Lag, doit arriver à Lag dans quelques heures pour inspecter les réserves de nourriture du village et en emporter une quantité considérable à la capitale en guise de tribut. Cependant, comme la plupart de ces inspecteurs ont la fâcheuse habitude de prendre bien trop de nourriture au village pauvre, Vezin cache une grande partie de sa production pour que l'inspecteur ne ruine pas son village. Peu après, le carrosse royal arrive et l'inspecteur Gandal, qui est aussi un petit homme odieux et en quête d'attention, descend en se plaignant des macaques qui l'ont attaqué en chemin et en lançant des insultes et des commentaires misogynes à José et Ola sans aucune raison. Tandis que cet idiot s'avance dans le village, Vezin aperçoit un homme maigre et suspect, déguisé sous une cape, marchant derrière le carrosse et lui demande s'il est aussi avec Gandal. Pour ne pas paraître suspect, l'homme se présente rapidement comme le moine Nada du monastère de Maz et Vezin lui souhaite la bienvenue à Lag. Après quelques banalités, Gandal se rend directement à l'entrepôt du village pour voir les réserves. Mais quand il constate que les rations sont plus petites qu'elles ne devraient l'être, il décide de rester quelques jours de plus au village pour observer l'état des choses. À peu près au même moment, Kai rencontre Nada dans un endroit secret et découvre que Nada possède un emblème divin tout comme lui. Choqué, Kai lui demande si l'homme est un porteur de gardien comme les autres, mais Nada répond que non, car il n'a la protection d'aucun dieu. Plus tard cette nuit-là, Vezin, José et Ola apprennent de Nada qu'une grande bande d'orgues marche vers un endroit précis dans les bois reculés pour faire quelque chose qu'ils ignorent encore. En entendant cela, Ola suggère immédiatement qu'ils préparent peut-être une invasion à grande échelle des terres humaines, mais à en juger par leurs mouvements, Nada leur dit que les orgues préparent autre chose. Pour découvrir leur plan, Nada supplie Vezin de l'aider avec quelques hommes pour explorer les bois reculés le lendemain, et Vezin accepte de lui assigner des hommes. Très tôt le lendemain matin, Vezin assigne l'escouade de José et Kai à accompagner Nada au plus profond des bois reculés pour enquêter sur les mouvements des orques, afin qu'Ola et son groupe de recherche puissent enquêter sur la bande de macaques qui a attaqué Gandal en chemin. Au moment où le groupe de Kai quitte Lag, Elsa se précipite après lui avec des boulettes de riz au blé qu'elle a faites après avoir entendu parler de boulettes de riz et les lui donne. Quand Kai les prend, son esprit le ramène à sa mère décédée, presque comme si elle prenait soin de lui à travers Elsa. Cependant, comme il n'y a pas beaucoup de temps pour les bavardages, Kai met rapidement fin à son moment émotionnel avec Elsa et continue son chemin avec les autres. Quelques instants après avoir quitté Lag, il tombe sur le massacre de macaques d'Adurakan et s'arrête pour effectuer une autopsie improvisée sur les lieux. Après avoir analysé l'état des macaques morts, Naida conclut que la bande de macaques a dû se battre contre une armée d'orgues dirigée par un chef orgue très puissant. Mais même ainsi, Kai est un peu curieux de savoir ce que ces orgues recherchent, alors que Jose tente d'expliquer les détails de la rencontre de Nada avec son père la nuit précédente. Nada lui-même les interrompt et leur parle d'une prophétie qui prédit soi-disant l'apparition d'un certain dieu terrestre plus puissant que tous les autres dieux terrestres réunis. Actuellement, toute espèce qui revendiquera ce dieu acquérera un pouvoir incroyable, alors pour empêcher les orques d'obtenir ce pouvoir en premier, Nada doit retrouver la pierre tombale du dieu terrestre et ajouter ce dieu au panthéon du royaume unifié dès que possible. En entendant cela, Kai lui demande de décrire ce dieu terrestre de la prophétie, espérant que ce n'est pas le dieu de la vallée. Mais quand Nada commence à débiter encore plus de jargon sur la façon dont la prophétie décrit le dieu, il se calme un peu et continue d'écouter attentivement. Peu après, ils arrivent aux abords d'un village récemment pillé par des orgues renégats et se précipitent pour vérifier s'il y a des survivants. En arrivant, ils aperçoivent les corps d'une espèce paisible appelée Ozel, éparpillés partout et réalisent vite que leurs cornes ont été coupées. À ce moment-là, certains des lâches qui gardent Jose conseillent de quitter les lieux avant que les orgues ne reviennent pour le butin, mais Jose leur ordonne de continuer à fouiller chaque bâtiment à la recherche de survivants potentiels. Dans cet esprit, Nada se sépare du reste du groupe et explore les lieux avec Kai, tandis que José, Manso et un autre compagnon suivent des traces sanglantes jusqu'à un bâtiment particulier au centre du village. Quand ils arrivent à l'entrée du bâtiment central, José essaie de parler à quiconque se trouve à l'intérieur pour qu'ils sachent qu'ils ne leur veulent aucun mal, mais à sa grande surprise, lorsque la porte s'ouvre, un orque mort tombe au sol et ils entrent pour chercher d'autres indices.
Pendant ce temps, Nada et Kai parviennent, on ne sait comment, à trouver la pierre tombale souterraine du dieu terrestre de ce village, Nazal Kazil. Cependant, alors qu'ils observent les écritures sur la pierre, Kai se dirige vers l'arrière et découvre le corps sans vie d'une femme. Sans hésiter, ils ramènent le corps de la femme à la surface et le déposent à côté des corps des 3 orgues qu'ils ont également trouvés. Après avoir analysé la scène de crime, Nada conclut que la femme Ouzel, qui semble avoir été la baronne du village, a dû assassiner les 3 orgues renégats juste avant de succomber à ses blessures. En entendant cela, José est un peu surprise de voir qu'une femme puisse infliger autant de dégâts à ces monstres, car toute sa vie, son frère et son père misogynes lui ont toujours dit que les femmes ne pouvaient pas être des guerrières. Cependant, quand Nada apporte encore plus de preuves qu'elle a bien affronté les orques seule pour que les survivants puissent s'échapper, José est inspiré par le sacrifice de la femme Luzel. Peu après, José et les autres enterrent les morts dignement et Nada rapporte qu'il est maintenant sûr que la bande principale d'orques est ailleurs. Pour localiser précisément l'endroit, il sort sa carte et réduit leur prochain chemin à la vallée de Kai. Kai, qui voit cela très clairement, a vraiment peur que Nada et les autres ne trouvent sa vallée. Alors, pour s'assurer qu'il ne trouve pas son coin secret, il se porte volontaire pour partir en éclaireur et confirmer ses soupçons, et Nada le laisse faire. Plus tard cette nuit-là, Porik apprend d'un membre blond de sa tribu, Ketchak, que les orques se dirigent directement vers la vallée. À peu près au même moment, Ola et son groupe de recherche découvrent toute une armée de macaques campant très près de leur village. Alors, ils se cachent derrière les arbres et observent leurs mouvements un moment. Quand ils réalisent Wano que les macaques prévoient secrètement d'attaquer Lag, Olha, toujours aussi borné et imprudent, suggère que lui et sa petite armée attaquent l'armée macaque sur le champ pour sauver le village et paraître compétents aux yeux de ce misérable inspecteur Gandal. Heureusement, avant qu'il ne mène stupidement ses hommes à leur perte, son bras droit le supplie de retourner d'abord au village pour faire son rapport au baron et il s'exécute à contre-cœur. De retour aux ruines du village d'Uziel, José et le reste de l'escouade de Kai s'inquiètent tous pour la sécurité de Kai, car ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis des heures. À un moment donné, José envisage de suivre ses traces pour le rattraper, mais Nada leur conseille de faire confiance au pouvoir de Kai et d'attendre son retour. Après avoir convaincu José de se calmer, Nada quitte leur groupe pour se rendre à la tour du village, sous prétexte qu'il y va pour prier. Cependant, une fois arrivé, il adopte une pose zen et utilise une technique secrète de harceleur un peu flippante qu'il appelle la technique des 100 yeux pour envoyer 2 yeux magiques au plus profond de la forêt afin d'observer les mouvements de Kai. Ailleurs, Kai s'arrête de courir quand il trouve de multiples traces d'orbes au sol menant à la vallée et confirme ses pires craintes. Cependant, juste au moment où il s'apprête à continuer vers la vallée, Ketchak, Porik et le reste du peuple Kora apparaissent des buissons voisins et raccompagnent Kai à la vallée. En chemin, Porik explique tout ce qu'ils ont fait pour repérer les mouvements des orgues. Et même quand Kai les exhorte à le laisser gérer les orgues seuls, Ketchak et Porik assurent à Kai qu'ils sont obligés de l'aider. Juste à ce moment-là, Kai et les gens du noyau entendent des bruits de ferraille et de bruissements forts à proximité. Alors ils se cachent et découvrent que le son provient de l'armée d'orgues d'Adurakan. Pendant qu'ils contemplent leur prochain mouvement, Adurakan les repère et arrête la marche de son armée pour les attaquer. Pendant ce temps, Gandal continue de faire des caprices à Lag, rejetant toute la nourriture et les boissons qu'on lui sert. Après l'une de ses nombreuses crises, Elsa, qui se trouvait être l'une de ses servantes, se met à genoux pour nettoyer son désordre. Mais quand le vieil homme répugnant aperçoit sa ferme d'oranges, succulente dépassant de son chemisier, son bâton d'amour se raidit et il commence à lui faire des avances. Heureusement pour Elsa, avant que l'homme ne puisse faire ce qu'il veut, Adelia arrive au bon moment pour la sauver de ce vieil horrible et l'emmène hors de la pièce pour qu'elle se calme. Au même moment, Kai et les gens du noyau attaquent et détruisent un tas d'orgues de bas niveau, tout en menant l'armée d'Adurakan vers un terrain plus ouvert avec une rivière pour une bataille équitable. En arrivant, Adurakan active son emblème divin, révélant ses pouvoirs de porteur de gardien et défie Kai en duel. À en juger par le motif de l'emblème sur son visage, Porik dit à Kai qu'Adurakan doit être l'un des 6 guerriers exceptionnels des puissants dieux terrestres du royaume orgue du Nord, les Rigdoros, et en entendant cela, Kai décide de combattre l'orgue de toutes ses forces. Alors que les deux parties se préparent au combat, les yeux magiques dorés de Nada, dignes d'un espion, retrouvent enfin Kai près de cette rivière, mais comme il n'est là que pour observer, il reste et regarde depuis les coulisses. Après quelques banalités supplémentaires, Kai reçoit le feu vert de son dieu terrestre, le dieu de la vallée, pour attaquer et il charge
donc pour verser le premier sang. Après ses premières frappes ratées, Kai utilise une belle technique de manœuvre pour passer derrière Adurakan et le poignarder avec sa lance par derrière. Mais même ainsi, il est incapable d'infliger suffisamment de dégâts à la peau de porc épaisse d'Adurakan. Mais quand elle se brise, Kai la pousse plus profondément pour infliger une blessure plus grave. À ce moment-là, Kai pensait avoir enfin trouvé la faille d'Adurakan. Mais à sa grande surprise, Adurakan se relève, arrache le fer de lance de son flanc et guérit la blessure plus vite que l'éclair. Ensuite, il attrape Kai par le cou, le suspend en l'air et commence à l'étrangler à mort, menaçant de le tuer et de lui prendre tout ce qu'il a construit dans la vallée jusqu'à présent. Au seuil de la mort, Kai se souvient soudain de toutes les villes qu'il a sauvées jusqu'à présent et décide qu'il ne laissera pas un crétin à tête de porc lui enlever tout cela. Alors, avec ses dernières forces, il conjure du feu de sa paume que Porik et son peuple remarquent et brûle la main d'Adurakan jusqu'à la rendre croustillante, forçant l'orgue géant à le lâcher. Ensuite, Kai dégage plus de feu de sa paume pour tenter de brûler tout le corps d'Adurakan. Mais malheureusement, Adurakan traverse le feu et lui donne un coup de pied dans le ventre. Alors que Kai se demande comment Adurakan peut traverser le feu, Porik révèle que c'est parce que son dieu terrestre a dû utiliser les lois naturelles de leur monde pour offrir une protection absolue à l'orgue. Pendant que Kai et Adurakan entament le deuxième round, Elsa et les autres, de retour à Lag, découvrent que l'armée de macaques Kola et ses hommes ont trouvé plus tôt dans les bois marche vers eux pour une bataille. Cependant, alors que le village se prépare à l'invasion des macaques, Kai continue de s'embrouiller dans sa bataille contre Adurakan. En un rien de temps, Adurakan le projette au sol et les boulettes de riz au blé qu'Elsa lui avait données en quittant Lag tombent de son sac. À ce stade, le pauvre Nada et les autres qui regardent la bataille concluent que Kai a perdu. Mais juste au moment où Adurakan est sur le point de l'achever, Kai aperçoit les boulettes de riz d'Elsa éparpillées sur le sol et se souvient soudain de la lame atomique qu'il a créée plus tôt pour abattre des arbres. Avec cela en tête, il se relève et décide d'essayer une méthode d'attaque que même le dieu terrestre d'Adurakan ne connaîtra pas. Puisque ces divinités un peu bêtes ne sauront rien d'une lame capable de couper des choses au niveau moléculaire, Kai crée la lame atomique invisible sous la forme d'une lame de vent magique et parvient enfin à couper la main d'Adurakan. Enragé, Adurakan charge aveuglément pour l'éliminer de force, mais quand il s'approche suffisamment, Kai l'abat en un seul coup. Peu après avoir assisté à toute la bataille, Nada récupère ses yeux magiques un peu flippants et passe à la phase 2 de son agenda secret. À peu près au même moment, José s'évanouit à cause d'une infection cutanée maudite soudaine dans le village d'Uziel et Kai consomme la pierre divine d'Adurakan pour acquérir les pouvoirs de son dieu terrestre, seulement pour s'évanouir comme la première fois. À l'aube, Kai se réveille en pleine forme, alors il marche jusqu'à la rivière pour se laver les mains et demande à Porik s'il a aussi remarqué les trucs bizarres qui les observaient pendant la bataille. Bien que Porik affirme l'avoir remarqué, il dit à Kai qu'il n'y a pas vu de problème majeur car celui qui les observait n'était pas hostile et Kai est d'accord. Cela dit, Porik et son peuple retournent dans la vallée pour continuer à se détendre et Kai s'assied près d'une cascade pour savourer le reste des boulettes de riz au blé d'Elsa. Après avoir mangé, il retourne au village d'Uzel et perd presque la tête en apprenant que Jose est cloué au lit avec une terrible fièvre. Tandis qu'il observe l'étrange infection cutanée se propageant depuis sa jambe, Nada revient de sa petite excursion et exige de savoir ce que Kai a appris sur les orgues. À ce moment-là, Kai ne savait pas que ce sournois scélérat était l'observateur un peu louche qui le surveillait depuis le début. Alors, il a menti en disant qu'il avait trouvé l'armée d'Adurakan déjà anéantie par quelqu'un d'autre en revenant à la rivière, et Nada a fait semblant de le croire. Une fois cela réglé, Nada et le reste de l'escouade de Kai ramènent Jose en urgence au village de Lag. Mais quand ils arrivent enfin au village, ils trouvent l'endroit entier en ruine et envoient rapidement Kai enquêter avant d'emmener José à l'intérieur. Une fois sur place, Kai apprend de son maître que le village a été attaqué par une armée de monstres macaques la veille et se précipite vers l'un des abris pour s'assurer que sa douce Elsa va bien. Après avoir confirmé que tout va bien, Nada et le reste de l'escouade de Kai emmènent José dans les quartiers de Vezine pour un diagnostic rapide, seulement pour découvrir qu'elle souffre de la même infection maudite qu'Ola. Voyant cela, Vezin convoque Kai dans ses quartiers privés pour entendre son rapport sur l'armée orgue, et ensuite Kai apprend que leur mal est le résultat d'une malédiction jetée sur les pierres tombales de leur dieu terrestre par l'armée macaque. Puisque les singes sont susceptibles d'attaquer à nouveau le village, Vezin assigne Kai à accompagner Nada, Ida et Elg, qui sont tous deux les villages abandonnés où sont enterrées les pierres tombales des dieux terrestres de José et Ola, afin de dissiper manuellement la malédiction que l'armée macaque y a placée. Cependant, avant de quitter le village, Kai s'arrête près d'Elsa et la remercie d'avoir préparé les délicieuses boulettes de riz au blé qui lui ont ensuite sauvé la vie. Tandis qu'Elsa rougit à ses compliments, Kai lui dit qu'il part pour une autre mission mais lui promet qu'à son retour, il l'emmènera dans un endroit sympa pour qu'ils puissent manger des boulettes de riz ensemble et, espérons-le, passer à l'étape supérieure. Cela dit, il retrouve Nada à la porte nord du village, écoute son histoire larmoyante sur sa chute et part pour le village d'Elg.
Quelques heures plus tard, le duo arrive aux abords du village d'Elge et Nada utilise sa technique des 100 yeux un peu flippante que Kai reconnaît comme les trucs bizarres qu'il observait plus tôt pour repérer toute la zone autour de la pierre tombale d'Ola à la recherche de gardes macaques. Après avoir compté environ 5 gardes macaques autour de la pierre tombale, Nada et Kai infiltrent la zone et éliminent les 5 gardes macaques, Kai exposant accidentellement son emblème divin au passage. Quand Nada aperçoit l'emblème divin de Kai, il révèle sa véritable identité de chercheur de vérité envoyé pour découvrir la vérité sur les dieux et demande poliment à Kai d'utiliser le pouvoir caché de son dieu sauvage au profit du royaume unifié des hommes. Au début, Kai panique parce qu'il a été démasqué, mais quand il voit à quel point Nada reste calme face à la situation, il se détend et exhorte Nada à dissiper la malédiction en premier. Pendant que Nada travaille à dissiper la malédiction, il commence à raconter à Kai tout sur la situation actuelle des royaumes unifiés. Contrairement à la croyance populaire, le royaume unifié décline régulièrement chaque année, et c'est parce que ce roi stupide ne cesse d'introniser des idiots inutiles comme Gandalf en tant que porteur de gardien d'élite du royaume. Au fil du temps, ces benets ont délaissé leur entraînement, affaiblissant leur dieu terrestre, ce qui en retour a drastiquement réduit la force du royaume tout entier. Pour restaurer sa gloire passée, Nada explique à Kai qu'ils doivent adopter de nouveaux dieux même si cela implique de trahir la hiérarchie actuelle et s'assurer de ne plus jamais négliger leur entraînement. Ceci dit, Nada arrache tous les pieux en bois que les monstres macaques avaient plantés autour de la pierre tombale et utilise le sang de Vézine pour la purifier de sa malédiction. Ensuite, il quitte le village d'Elk pour Ida. Mais en chemin, le moine se met à raconter l'état actuel des choses dans les terres demi-humaines. Il s'avère que les macaques et les orques sont devenus si désespérés d'envahir et de s'emparer des colonies humaines et d'autres demi-humaines du sud, car des rumeurs circulent sur d'étranges êtres menaçant leur nation entière. N'ayant nulle part où aller, les armées orques et caques ont eu recours à la violence et à la force, le seul langage qu'ils comprennent, pour trouver un nouveau foyer. Après avoir dit tout cela, Nada se tourne vers Kai et lui demande s'il est désormais prêt à utiliser ses pouvoirs pour aider le royaume unifié à survivre, surtout après avoir entendu tout ce qu'il venait de dire. Cependant, au moment où Kai s'apprête à donner sa réponse, son dieu de la vallée hurle dans sa tête, lui ordonnant d'assassiner Nada. Et Kai, un peu choqué d'entendre de tels mots de la part de son protecteur, demande un peu plus de temps pour réfléchir. Quelques heures plus tard, Nada et Kai arrivent au village d'Ita et dissipent la malédiction sur la pierre tombale de Jose comme il l'avait fait précédemment. Ensuite, Kai prend quelques instants pour tenter de comprendre pourquoi son dieu de la vallée était si déterminé à assassiner Nada plus tôt, même si tout ce que Nada lui avait dit semblait valable. Cependant, avant que Kai ne trouve une réponse, Nada apparaît, fait de fausses promesses de protéger tous les proches de Kai et fait pression sur le garçon pour qu'il réponde à sa requête. À ce moment-là, Kai parle à Nada des petites gens de Koror qui ont juré de le servir, puis demande s'il lui sera permis de s'occuper d'eux après avoir cédé son pouvoir au royaume. Quand Nado lui dit qu'il doit abandonner les petites gens pour servir le royaume unifié sans poser de questions, Kai rejette son offre. Nada, alors, feint d'accepter sa réponse pour que Kai baisse sa garde. Malheureusement, au moment où Kai lui tourne le dos, Nada le poignarde avec une dague spéciale qui scelle ses capacités de porteur gardien et le maintient en vie juste assez longtemps pour qu'il puisse achever son plan. Quand Kai réalise ce qui se passe, il fixe droit dans les yeux du traître et lui demande pourquoi il est tombé si bas pour l'attaquer. Au début, Nada répond que c'est parce qu'il est fatigué de l'arrogance de Kai et de son refus d'utiliser son pouvoir pour le bien supérieur des humains. Mais Kai sait que si Nada était honnête, il l'attaque parce qu'il est simplement jaloux et veut le pouvoir du dieu de la vallée pour lui seul. Bref, le temps lui étant compté, Nada maintient Kai et prépare rapidement 2 de ses doigts pour lui percer le dos et en extraire sa pierre divine. Cependant, au moment où il est sur le point de le toucher, Kai esquive l'attaque et se libère de l'emprise de Nada. Il tente ensuite de soigner la blessure par coup de poignard dans son dos avec de la magie. Mais comme le pouvoir spécial de la dague scellait toujours ses capacités de porteur gardien, cela ne fonctionne pas. Alors que Vézir et ses citoyens se préparent à la deuxième attaque de l'armée macaque, Nada essaie toujours de convaincre Kai de lui céder son pouvoir sans combattre. Quand cela ne fonctionne toujours pas, Nada cesse de jacasser et décide qu'il est inutile d'essayer de raisonner ce gamin. Cependant, au moment où il est sur le point de commencer à combattre Kai, 3 monstres macaques porteurs gardiens apparaissent et les attaquent. À peu près au même moment, l'armée macaque campant autour du village de Lag entame la deuxième phase de son assaut. Mais Vézin tient bon face à ces répugnants demi-humains et protège son village et ses habitants de toutes ses forces. Quant à Nada et Kai, ils mettent temporairement leurs différends de côté et font de leur mieux pour repousser le trio de macaques enragés autant qu'ils le peuvent.
Après s'être affrontés un petit moment, les monstres macaques interrompent le combat, activent leurs emblèmes divins et demandent à Nada et Kai s'ils sont ceux qui ont dissipé la malédiction qu'ils avaient placée sur les pierres tombales d'Olha et José. Après un bref instant de silence, les monstres macaques réalisent que Nada et Kai sont les coupables, alors ils reprennent l'attaque. Sentant le danger, Kai ignore la douleur de sa blessure au dos, active son emblème divin et esquive habilement toutes leurs attaques pendant les quelques secondes suivantes. Cependant, quand la douleur de sa blessure au dos se fait de nouveau sentir, Kai reprend son souffle et Nada, le traître inconsolable, prend le relais pour la défense. Malheureusement, même après avoir activé son emblème divin à l'allure suspecte, les monstres macaques le maîtrisent facilement et lui flanquent une raclée, le projetant au sol sans ménagement. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de l'achever, Kai s'interpose et utilise ses pouvoirs magiques pour donner à Nada le temps de bombarder l'endroit avec sa magie de feu. Avec très peu de temps à perdre, Nada bombarde la zone, emmène Kai dans un endroit plus sûr et demande à Monsieur Parfait pourquoi il sauverait quelqu'un qui vient d'essayer de le tuer. Comme on pouvait s'y attendre, Kai sort à Nada la phrase la plus gênante de tous les temps « Mon corps a juste agi tout seul ». Et Nada a immédiatement la fameuse épiphanie d'anime, où il réalise soudainement ses erreurs. Malheureusement, avant qu'il n'ait la chance de se faire des mamours et de se réconcilier, le trio de monstres macaques se rapproche de leur position et Nada et Kai sont contraints d'élaborer un plan pour les éliminer tous. Peu après avoir concocté leur brillant plan, Kai sort de leur cachette, laissant Nada derrière lui, et attire les singes monstres macaques dans un petit labyrinthe, afin de pouvoir passer à la phase suivante de son plan avec Nada. Dès que Kai se positionne correctement, Nada se cache hors de vue et active sa technique des 100 yeux afin de pouvoir être les yeux de Kai dans le labyrinthe. Quand le premier monstre macaque lance une attaque furtive sur Kai, Nada indique au gamin la direction à attaquer et Kai, qui a déjà activé son emblème divin, se défend contre le monstre avec sa lame de vent atomique magique. Voyant cela, les monstres macaques sont un peu choqués que Kai puisse les voir venir malgré tous leurs efforts pour dissimuler leur présence. Mais comme il s'agit probablement d'une simple chance du débutant, ils décident tous de tenter une nouvelle attaque furtive. Lors de leur deuxième attaque furtive, Nada lui dit ou regardez et cette fois-ci, Kai réagit si vite qu'il parvient finalement à couper la tête de son agresseur. Peu de temps après, Nada repère le deuxième monstre macaque qui tente d'attaquer Kai par le haut, alors il crie rapidement à Kai de lever les yeux. Au moment où Kai repère le deuxième monstre qui lui tombe dessus, il étend la portée de sa lame de vent atomique magique en direction du second monstre et finit par le trancher en deux. Avec 2 des 3 macaques à terre, Nada commet l'erreur de penser qu'ils avaient déjà gagné. Alors, il baisse sa garde. Malheureusement, avant qu'il n'aille loin, le troisième macaque surgit derrière lui enfonce sa grande lance dans le ventre et le laisse pour partir à la recherche de Kai. Juste à ce moment-là, Kai tombe du ciel, le détruit facilement avec sa lame de vent atomique et vérifie l'état de Nada, qui est déjà au seuil de la mort. Pendant qu'Ola se réveille au milieu de la bataille du village contre l'armée macaque, Kai essaie désespérément de soigner Nada avec sa magie de guérison. Mais malheureusement, puisque la lance du monstre macaque a transpercé sa pierre divine, Kai ne peut rien faire pour sauver Nada. Alors, avec le très peu de temps qui lui reste, Nada se met à parler des choses merveilleuses qu'il a vu Kai accomplir jusqu'à présent, y compris sa magie de guérison miraculeuse et sa lame de vent magique jusqu'à ce que son âme s'éteigne et qu'il rende son dernier souffle. Quelques instants après la mort de Nada, il pleut abondamment et José se réveille enfin de sa maladie. Pendant quelques instants, elle essaie de rassembler ses souvenirs depuis le moment où elle s'est effondrée, mais quand le bâtiment tremble, son assistante lui apprend que l'armée macaque a commencé sa deuxième invasion. Peu de temps après, son assistante lui transmet le message de Vézin de quitter le village si les choses tournent mal, mais comme Jose n'est pas une lâche, elle ignore les vues misogynes de son père à son égard et se met à aider les femmes et les petits enfermés dans l'abri. Alors que la bataille fait rage, 2 brutes au hasard se précipitent dans la chambre de Gandalf pour le chercher. Cependant, ne le trouvant pas, ils traquent ce petit vaurien jusqu'à la cour extérieure et trouvent l'abruti qui essaie désespérément d'ouvrir les portes principales. À ce moment-là, Elsa et 2 autres personnes au hasard se trouvaient également près de la porte principale. Alors, quand elles ont vu Gandalf essayer d'ouvrir les portes, elles ont tenté de l'arrêter. Malheureusement, comme elles ne pouvaient pas vraiment le toucher, Gandalf tue l'une des personnes, enlève Elsa et finit par quitter le village après avoir ouvert les portes avec elle. Peu de temps après, Vézin réalise ce que Gandalf vient de faire et essaie rapidement de refermer les portes principales. Mais hélas, il est trop tard car quelques monstres macaques ont déjà réussi à pénétrer dans le village. Néanmoins, il active son emblème divin et continue de repousser les monstres à l'intérieur du village pour minimiser les pertes, tandis que les stratèges de guerre de son village peinent à trouver une stratégie plus efficace pour combattre l'armée macaque. Alors que la bataille fait rage, Manso et ses potes, Monsieur Tout-le-Monde, élaborent un plan très astucieux pour tromper les monstres macaques et semer la peur dans leur pierre divine. Ils peignent de faux emblèmes divins sur leur visage avec de la peinture rouge ordinaire et apparaissent devant ces singes idiots comme de véritables porteurs gardiens.
Après avoir éliminé les monstres macaques qui avaient réussi à se faufiler par la porte principale, Vezin fait en sorte que ses hommes referment de force la porte principale pour empêcher les autres monstres d'entrer. Mais quand cela ne fonctionne pas, le bras droit de Vezin, Flynn, ainsi que Manso et ses amis conseillent tous au baron d'abandonner le village pour préserver le dieu terrestre. Alors que Vezin rejette leur suggestion d'abandonner son peuple, Kai, qui fonçait vers le village depuis tout ce temps, s'arrête enfin en découvrant au moins une centaine de monstres macaques rassemblés autour des portes principales du village et charge l'ennemi, son emblème divin activé, pour défendre son village. Tandis que Vezin et ses hommes continuent de combattre la deuxième vague de monstres macaques qui franchissent la porte principale, Ola arrive sur le champ de bataille et se joint au combat pour soutenir son père. Pendant ce temps, Jose visite l'armurerie du village et cherche une bonne arme qui pourrait l'aider à détruire les macaques plus rapidement. Au début, elle hésitait un peu à savoir s'il était judicieux pour elle de combattre. Cependant, lorsqu'elle aperçoit la lance du baron Uzel traînant dans un coin, elle se souvient de tout ce que Nada avait dit sur la courageuse baronne Uzel, ramasse l'arme et se précipite au combat pour protéger son village. Quelques instants plus tard, tandis qu'Ola repousse les monstres macaques, son corps affaibli lâche, le rendant très vulnérable aux attaques. Heureusement, juste au moment où un monstre macaque est sur le point de l'achever, José apparaît au dernier moment, bloque l'attaque et décapite le monstre macaque, son emblème divin activé. Voyant cela, Vezin et Ola sont saisis d'un immense choc car ils ne s'y attendaient absolument pas. Mais comme ils ont besoin de toute l'aide possible, ils combattent aux côtés de José en tant qu'égaux et finissent par vaincre la deuxième vague de monstres macaques. Tous les singes à terre, Vezin tente de s'excuser auprès de sa fille, mais l'un des singes mourant l'interrompt et lui dit de ne pas encore célébrer car ils n'ont pas encore affronté leur plus fort combattant. À peu près à ce moment-là, Vezin et ses hommes aperçoivent les autres monstres macaques au-delà de la porte qui battent en retraite, ce qui est très étrange, alors ils observent leur comportement depuis la sécurité de leur mur. C'est alors qu'ils aperçoivent Kai, seul affronter toute l'armée macaque à l'extérieur des portes. Vezin, impressionné de voir son apprenti s'épanouir, lui lance son arme à utiliser. Une fois que Kai s'empare de l'arme de Vezin, il active son emblème divin et décime tant de monstres macaques que même Manso et les autres bras cassés commencent à croire qu'il pourrait réellement être un véritable porteur gardien. Au lever du soleil, Kai, à lui seul, force l'armée macaque à battre en retraite et le village de Lag remporte finalement la bataille. Quelques instants plus tard, Kai se dirige vers les réserves d'eau et fait semblant de nettoyer de la peinture rouge inexistante afin que les autres ne pensent pas que ces marques de bataille sont réelles. Pendant qu'il s'affaire, Vezin, qui était dans les parages, demande à Kai où se trouve Nada et Kai lui raconte tout sur la mort de Nada. Compatissant pour le pauvre moine, Vezin promet d'envoyer des gens récupérer son corps pour une sépulture digne. Mais alors que Kai s'apprête à répondre, la petite sœur d'Elsa, Lilisa, apparaît et dit à Kai que sa mignonne petite chérie a disparu depuis la nuit précédente. Au début, Kai se dit qu'elle a peut-être eu du mal à retrouver son chemin après avoir évacué. Cependant, quand Manso lui dit qu'il a vu Gandol l'enlever dans sa calèche la nuit précédente, Kai perd la tête et quitte le village en courant pour les rattraper. Quelques instants plus tard, tandis que Gandol harcèle la pauvre Elsa, il remarque soudainement quelque chose de sauvage approcher de sa calèche et utilise sa capacité de zoom oculaire pour identifier son poursuivant. Quand il aperçoit Kai courir vers son véhicule comme s'il était Reverse Flash, Gandalf essaie de l'abattre avec des flèches. Juste à ce moment-là, les chevaux tirant sa calèche sentent le danger approcher, alors il s'emballe, renverse la calèche et s'enfuit pour se sauver. Après cela, Kai atteint la calèche et en sort Elsa pour vérifier son état, mais malheureusement, elle a été poignardée par ce nain agaçant dans toute la confusion. Voyant cela, Kai utilise rapidement sa magie de guérison pour tenter de la sauver. Mais quand cela ne fonctionne pas à cause de ses nombreuses blessures, il désespère et s'approche de Gandalf pour entendre sa version des faits. Après avoir entendu Kai le confronter pour sa stupidité, Gandalf évite toute responsabilité comme un ex-manipulateur et essaie de faire croire à Kai qu'il a causé l'accident. Heureusement, Kai n'est pas aussi délirant qu'un certain idiot fini. Alors, quand il en a marre des jérémiades et des supplications constantes de Gandalf, il plaque au sol ce petit morveux agaçant et lui arrache sa pierre divine, le tuant sur le coup. Après cela, il nourrit Elsa qui était déjà à moitié morte avec le contenu de la pierre divine de Gandalf et attend que le miracle se produise. Cependant, quand Elsa commence à développer de violents spasmes musculaires, le petit gars réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Alors, pour éviter de la perdre à cause de sa propre stupidité, il la prend sur son dos et court directement vers la vallée pour obtenir l'aide de Porig et de son peuple, sans jamais réaliser qu'il est suivi par un groupe de 3 monstres macaques. Quand il arrive à la tente de Porig, Kai raconte tout ce qu'il a fait pour sauver la vie d'Elsa, mais Porig lui dit qu'il a commis la grave erreur de donner à Elsa, une humaine, la pierre divine d'un autre humain. Que Gandalf ait été un porteur gardien ou non, lui donner sa pierre divine, c'est comme lui donner du poison.
et si l'on n'y prend pas garde, elle pourrait bien mourir. À ce moment-là, Kai commence à supplier Porrig de sauver sa petite amie pour qu'il ne meure pas vierge et Porrig se met immédiatement au travail. À ce moment-là, Kai quitte la tente pour réfléchir aux actions irréfléchies qu'il a commises et qui ont causé l'état actuel d'Elsa quand soudain, le groupe de macaques qui le traquait plus tôt surgit de nulle part et se présente à lui. Initialement, Kai se met en mode défensif comme toute personne normale le ferait, mais à sa grande surprise, les monstres macaques s'inclinent devant lui après avoir reconnu son noble emblème divin comme étant celui du grand dieu Kanaz et supplient Kai de venir dans leur fief pour les sauver de la ruine. Après avoir entendu la vague requête des macaques, Kai reste plus confus qu'il ne l'était initialement, car les macaques sont les ennemis naturels de l'humanité. Cependant, avant qu'un autre combat n'éclate, Porrig rejoint Kai à l'extérieur et exhorte les singes macaques à s'expliquer un peu plus en détail. En entendant cela, le chef du groupe se présente comme Torrid et se met à raconter à Kai comment le dieu terrestre corrompu, Diabo, détruit leur royaume, Heiju, en rendant leur terre stérile et inhabitable. Cependant, au moment où Kai entend le nom de Diabo, le dieu de la vallée qui vit en lui se met sérieusement en colère et lui ordonne d'assassiner Diabo dès qu'il en aura l'occasion. Kai a un très fort mal de tête à cause de cet échange, mais quand il se remet, il rappelle à Torrid et à ses deux autres sbires toutes les morts qu'ils ont causées à Lag juste à cause de leur incapacité à résister à la violence. C'est alors que l'un des sbires de Torrid, celui avec une coupe iroquoise, commence à essayer de justifier leurs actions. Mais quand l'abruti se met à menacer d'attaquer Lag à nouveau si Kai refuse leur offre, Kai lui rend la menace avec une ténacité égale et rejette catégoriquement la requête. Après son altercation avec les singes, Kai retourne dans la tente avec Porrig et lui demande l'état d'Elsa. Après lui avoir donné les détails sur la situation comateuse d'Elsa, Porrig demande ensuite à Kai comment il compte répondre à la requête des macaques de tout à l'heure et Kai dit qu'il ne va pas les aider. En entendant cela, Porrig commence à parler de la nature du dieu de l'arbitrage et de la responsabilité de Kai en tant que porteur gardien du dieu de la vallée pour assurer l'équilibre entre toutes les races. Après cette petite leçon de morale, Kai comprend pourquoi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais même ainsi, il reste un peu sceptique et craintif quant à la marche à suivre. Il se tourne vers Porrig pour obtenir des conseils, mais quand Porrig continue de le presser d'aider les macaques, Kai le quitte et descend un peu dans la vallée. Là, il se lamente devant la pierre tombale de son dieu terrestre pour avoir confié un destin si stressant à un faible confus comme lui, et sa petite crise de colère effraie un peu trop Harouet. Pour éviter de l'effrayer davantage, Kai se calme, retourne à la surface où se trouvent les 3 singes macaques et dit à tout le monde qu'il retournera à Lag pour l'instant. À ce moment-là, le monstre singe à crête demande s'ils rejettent sérieusement leur requête, mais Kai répond qu'il y réfléchira à 2 fois une fois l'arrivée à Lag et s'en va. Quelques heures plus tard, en arrivant au village de Lag, Kai ment à Manso, à ses amis et même à Vézin en disant que Gandalf s'est échappé avec Elsa et que les macaques attaqueront à nouveau, juste pour les tenir prêts à ce qui pourrait arriver. Ensuite, il se promène dans la cour et la petite sœur d'Elsa, Lelisa, l'approche pour lui demander où se trouve sa grande sœur. Quand Kai lui dit qu'Elsa est toujours portée disparue, Lelisa fait une scène comme les petits en ont l'habitude, le blâme de ne pas avoir ramené sa sœur et s'enfuit en courant. C'est alors que José, qui vient d'assister à tout l'échange, s'approche de Kai et lui adresse des mots apaisants pour le réconforter. Tandis que leur conversation se poursuit, Ola apparaît et inspecte les grandes quantités de pierres divines récoltées sur les monstres macaques que Kai a tués seul pendant la guerre. Après cela, il se tourne vers Kai et s'énerve sérieusement en voyant Kai attristé par les monstres qu'il a massacrés. Pour quelqu'un comme lui, tuer autant de monstres en une seule bataille est une chose dont on devrait être fier. Alors, quand il voit Kai avoir pitié des macaques décédés, il interprète cela comme une moquerie de Kai et fait une crise de gamin gâté. Comme on pouvait s'y attendre, Kai n'est pas du genre à lécher les bottes. Alors, quand Ola commence à jacasser sur la façon dont quelqu'un de la moitié de son âge lui a volé toute sa gloire en éliminant tous les monstres, Kai l'arrête en tant que seul adulte avec un cerveau qui fonctionne, lui remet les idées en place et quitte les lieux. Après son altercation avec Ola, Kai rencontre Vézin et lui demande la permission de quitter à nouveau le village afin d'enquêter sur l'armée macaque. Initialement, Vézin soupçonne Kai de lui cacher quelque chose pour demander un second voyage si soudainement. Vézin, qui n'est pas du genre à fourrer son nez partout, laisse Kai garder ses petits secrets et le congédie avec un conseil en or, ne jamais hésiter à utiliser ses pouvoirs cachés pour le bien de tous. Quelques instants plus tard, Kai reçoit une nouvelle lance de Manso et une dague de Jose, accompagnée de précieux conseils pour les combats à venir. Il file ensuite droit vers la vallée, prêt à donner sa réponse à Torrid et ses sbires. Arrivé dans la vallée, Kai accepte d'aider Torrid et ses hommes à combattre Diablo, à condition qu'ils ne touchent pas à Lag pendant son absence. Tous acceptent ces termes. Juste après, Kai a un étrange flash de mémoire d'un autre monde en reconnaissant la coupe iroquoise des subordonnés de Torrid, et se demande bien d'où il connaît ça.
Bon, puisque ce n'est pas le plus important, pour l'instant, Kai retourne à la cabane de Rui, enfile un déguisement de macaque aussi efficace que les lunettes de Clark Kent pour cacher Superman et jette un dernier coup d'œil à Elsa. Ensuite, il récupère la hache de guerre d'Adorakin auprès de 2 hommes à Porex et entame son voyage vers le royaume de Eiju. Quelques heures plus tard, arrivé à Eiju, le monstre macaque iroquois conduit Kai, Porek et Ketchak aux tombes de leurs défunts. Kai est horrifié par les innombrables tas de cadavres de macaques qu'il y découvre. Après avoir constaté l'étendue de la malédiction de Diablo sur ces terres, Kai leur demande d'en savoir un peu plus sur Diablo lui-même. Porek lui explique alors que Diablo est un dieu terrestre maléfique, initialement vaincu par le prédécesseur de Kai, mais qui a réussi à se réanimer pour perturber l'équilibre du monde. Après le discours de Porek, Torrid et ses sbires conduisent Kai et ses principaux accompagnateurs à la cabane dans les orbres de leur chef de village, Abridor, et les font entrer. À l'intérieur, Abridor, d'une voix tremblante, les accueille depuis la protection de ses rideaux, souhaitant la bienvenue aux porteurs du grand dieu Kenneh sur leurs terres appauvries. Une fois les formalités d'usage passées, Kai presse Abridor de lui raconter l'histoire de ce dieu Diablo, afin qu'il puisse décider de l'aider ou non. Abridor commence en lui expliquant que Diablo et Jouwash est né le jour où leur roi insensé a complètement perdu la tête, sombrant dans la boisson, les fêtes et la prostitution. Même quand son peuple souffrait des conséquences de ses actes, Abridor raconte à Kai et aux autres que ce roi inutile les ignorait royalement et faisait la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Cependant, après tant d'années de galère, le moment vint pour sa progéniture de se battre pour la succession au trône et le roi insensé les força tous à s'affronter. Après ces simulacres de combat, l'un de ses descendants, Shendor, perdit si lamentablement qu'il quitta le palais et se dirigea vers le Grand Nord en quête de nouvelles terres et de pouvoir. Au cours de ses voyages, il assassina autant de demi-humains qu'il put et absorba tant de pierres divines qu'il devint le porteur de presque tous les dieux terrestres du Grand Nord. Avec le temps, sa notoriété poussa d'autres demi-humains à maudire les pierres tombales de son dieu terrestre pour qu'il meure. Mais pour une raison inconnue, Shendor se transforma en une créature répugnante, connue aujourd'hui sous le nom de Diablo, et revint à Eiju où il anéantit toute la lignée de sa famille. À ce jour, le monstre, autrefois connu sous le nom de Shendor, reste actif à Eiju et pollue la terre depuis lors. Mais Abridor confie à Kai que si personne ne les sauve assez vite, leurs dieux terrestres les abandonneront et les transformeront en bêtes sans esprit. Cela dit, Abridor descend de son lit en rampant, transpirant abondamment et supplie Kai de les sauver de la destruction. Peu après avoir reçu la confirmation du dieu de la vallée pour les aider, Kai accepte d'éliminer Diablo pour eux. Torrid et son escouade le conduisent alors à la résidence royale des macaques de Haoshi où Diablo se cache actuellement. Quelques instants plus tard, alors qu'ils arrivent aux portes du palais, une petite escouade de fanatiques se faisant appeler les Gyohama les encerclent et leur refusent l'entrée. Leur but, empêcher qu'ils ne vainquent Diablo et n'éclipsent leur reine toute puissante. Kai, irrité, et le macaque iroquois leur expliquent qu'ils ont le dieu de la vallée, Ken, de leur côté. Mais malgré tout, cette bande d'idiots refuse de les laisser entrer. C'est alors que le rugissement de Diablo résonne jusqu'aux portes d'entrée. Kai, à bout de patience, force le passage devant les Gahama pour pénétrer dans le palais avec les siens. Cependant, lorsqu'il atteint la chambre intérieure, il aperçoit l'immonde masse de graisse nauséabonde qui aspire la force vitale de macaques récemment décédés. Il manque de s'effondrer, terrassé par l'odeur répugnante qui s'échappe des pores de la peau de Diablo. Cependant, alors qu'il s'apprête à attaquer le monstre, la plus jeune membre de la famille royale macaque, Lady Zeyena, fait son apparition avec sa bande de Beni Oui et un puissant dieu loup, Deathwolf, protecteur des terres du Nord. Elle utilise une sorte d'objet magique pour contrôler la divinité. Elle envoie Deathwolf au combat pour affronter Diablo, mais lorsque Deathwolf tente de brûler Diablo avec son feu sacré, ce dernier reste indemne comme si de rien n'était. À ce stade, Zayana, désespérée, essaie de reprendre le contrôle de Deathwolf pour une nouvelle attaque. Cependant, quand cela ne fonctionne pas, elle fait ingérer de force à Deathwolf juste assez d'herbes apaisantes par ses Beni Oui pour éviter de l'empoisonner et finit par reprendre le contrôle de la pauvre bête. Lors de sa deuxième attaque, Deathwolf reçoit du sang empoisonné de Diablo sur sa peau après l'avoir mordu. Et dès que les effets se font sentir, il s'effondre et Zayna se met à crier comme une folle. C'est alors que le morceau de peau que Deathwolf a arraché à Diablo prend vie et continue d'éliminer d'autres macaques monstres au hasard autour de lui. Mais au milieu de toute cette pagaille, Kai fonce vers Deathwolf, esquivant toutes les attaques de Diablo et diagnostique le mal de Deathwolf. Heureusement, le loup n'est pas encore mort, mais comme le poison de Diablo agit très vite pour réduire toute sa force vitale, Kai travaille aussi vite qu'il le peut pour restaurer la force vitale à l'intérieur de la pierre divine de Deathwolf.
Parmi toutes les solutions qu'il peut employer pour sauver la divinité, Kai décide de légèrement électrocuter la pierre divine de Dustwolf afin de le ramener à la vie. Cependant, au moment même où il s'apprête à appliquer le voltage, la voix d'Elsa lui parle soudainement et Kai commence à douter de sa capacité à ranimer Dustwolf. Dans cette fraction de seconde d'hésitation, les attaques de Diablo redoublent de force, mais tout le monde intervient rapidement pour protéger Kai et lui donner un peu plus de temps pour soigner Dustwolf. Au milieu de tout ce brouhaha, Kai pose à nouveau sa main sur la divinité loup à moitié morte, mais cette fois, sa présence spirituelle est téléportée dans l'un des souvenirs de Dustwolf et il découvre la stupide Zayenna poignardant le loup dans le dos et en prenant le contrôle. Tandis que le souvenir se déroule, Kai trouve la pierre divine de Dustwolf, applique la charge électrique nécessaire et parvient, on ne sait comment, à ramener la bête à la vie. Cependant, alors que le corps de Dustwolf se rétablit lentement, Diablo continue d'attaquer pendant que Kai et les personnes clés se défendent. Après plusieurs minutes à se défendre contre les attaques du monstre, Kai commence à être perdu quant à sa prochaine action. C'est alors que le dieu de la vallée lui ordonne mentalement de percer la pierre divine de Diablo pour le vaincre. Mais comme Kai ne sait même pas où elle se trouve, il prend son temps pour la chercher. Tandis que la bataille fait rage, Zayanna se remémore son dernier souvenir de Shendor juste avant qu'il ne quitte la région pour le nord. À l'époque, Zayanna venait de perdre contre lui lors de leur faux combat. Mais tandis que Shendor quittait la région par honte, elle est restée et a désespérément assassiné des centaines de demi-humains juste sous le nez de son père, en quête de nouvelles terres et de dieux. Maintenant qu'elle a acquis ce qu'elle estime être assez de pouvoir pour devenir la nouvelle souveraine de Heiju, Zayanna active ses pouvoirs de porteur gardien et saute pour forcer Dustwolf à combattre Diablo à nouveau. Cependant, alors qu'elle s'apprête à maltraiter la pauvre bête, Kai l'arrête et tente de faire entendre raison à son cerveau, visiblement hermétique à toute logique. Après l'avoir écouté, Zayanna reconnaît en Kai un paysan qui lutte pour survivre tout comme elle et lui dit alors qu'ils ne sont finalement pas si différents l'un de l'autre. Malheureusement, alors qu'ils continuent de se disputer, Diablo les attaque par surprise. Dustwolf, ayant retrouvé sa force d'origine, non seulement détruit les tentacules de Diablo, mais résiste également au poison suintant de sa peau. Après avoir sauvé sa nouvelle maîtresse d'une mort certaine, Dustwolf détruit l'appareil de contrôle magique de Zayanna et arrache 2 énormes morceaux de peau du corps de Diablo. Diablo rugit de douleur et déchaîne une obscurité si vaste qu'elle s'étend au-delà du ciel de Heiju, tachant également les cieux de la vallée, de Lag et des autres villages voisins. Pendant ce temps, le monstre s'étend de manière exponentielle et piège tout ce qui est en vue jusqu'à atteindre Kai et l'engloutir. Quelques minutes plus tard, tandis que Porek, Zayanna et les autres restent à l'écart de Diablo, Kai se réveille dans le ventre de ce dernier. Il réalise que le tissu qui l'entoure, étrangement similaire à celui que l'on trouve dans la moelle d'une pierre divine, est en train d'aspirer la force vitale de son corps. Au début, il essaie de se frayer un chemin hors du ventre en griffant, mais quand il devient trop faible pour cela, il s'évanouit et se réveille dans une forêt spirituelle brumeuse avec la voix de ces dieux de la vallée qui lui hurlent sans cesse de se débarrasser de Diablo. En entendant cela, Kai lutte désespérément pour se lever afin de retourner dans le monde réel, mais comme il est bien trop faible pour même se tenir debout, il reste au sol et espère un miracle. C'est alors que l'esprit du dieu de la vallée apparaît devant lui, prenant la forme d'une silhouette humanoïde aux flammes bleues et lui ordonne de se maîtriser et de transcender. Avant d'en arriver là, Kai demande à l'esprit du dieu de la vallée pourquoi il a choisi un paysan sans pouvoir comme lui pour porter une si grande responsabilité. Mais l'esprit du dieu de la vallée ignore ses plaintes et continue plutôt de le presser de vaincre la mort et de laisser sa vie briller de 1000 feux. À ce stade, Kai est un peu confus quant aux motivations du dieu de la vallée, surtout après l'avoir entendu parler de l'état de décomposition du monde. Cependant, une fois que l'esprit du dieu de la vallée commence à lui montrer un futur où Elsa et tous ceux qu'il aime meurent, Kai réalise qu'il est mis à l'épreuve et décide de combattre malgré la douleur. Tandis que les étranges nuages sombres continuent de remplir les cieux de la vallée et du village de Lag, la conscience de Kai retourne à son corps à l'intérieur du ventre de Diablo. Il concentre sa dernière cellule cérébrale à se souvenir de tout ce qui pourrait l'aider à empêcher Diablo d'aspirer sa force vitale. Quand il comprend, il se souvient du processus de calcification issu de ses souvenirs aléatoires d'un autre monde. Il décide alors d'encapsuler magiquement tout son corps dans une coquille afin que la malédiction de la moelle de Diablo ne l'affecte plus. Juste après avoir magiquement calcifié sa peau, Kai déchire le flanc de Diablo et donne aux autres le choc de leur vie en rugissant pour leur rappeler qu'il est toujours bien vivant. Peu de temps après, Diablo l'attaque, mais Kai, désormais beaucoup plus puissant qu'il ne l'était à l'origine, bloque toutes ses attaques, se proclame nouveau dieu de l'arbitrage et passe à l'offensive avec Dustwolf comme partenaire de combat.
À ce moment-là, Diablo sent le danger arriver, alors quand Kai et DeSwolf se jettent sur lui, il s'enfuit vers la sortie comme un lâche sans colonne vertébrale. Heureusement, avant que le monstre n'atteigne la sortie, DeSwolf le plaque au sol et Kai lui coupe la tête avec sa lame de vent atomique invisible. Cependant, juste au moment où les acclamations de Porek et de son peuple commencent, la tête coupée de Diablo reprend vie et continue de foncer vers la sortie, tandis que le reste de son corps tente désespérément de la suivre. Heureusement, les autres le remarquent rapidement. Alors, pendant que Kai continue de poursuivre la tête principale de Diablo vers la sortie, les autres érigent un mur défensif sur son chemin pour empêcher le corps principal du monstre de la rejoindre. Quelques secondes plus tard, alors que la tête coupée de Diablo s'approche dangereusement de la sortie de la grotte, Kai fait signe à Zayanna de mobiliser ses hommes pour bloquer l'issue, et elle s'exécute. Lorsque la tête coupée s'écrase contre le mur défensif de Zayanna, elle s'immobilise. Alors Kai saute dessus et fend la tête coupée en deux avec sa lame de vent atomique pour exposer sa pierre divine. Malheureusement, quelques secondes seulement après que la tête soit fendue en deux, une plus petite créature ressemblant à un chien en jaillit et ne cesse de dire à Kai de rassembler autant de lumière qu'il le peut afin qu'elle puisse l'assassiner et l'absorber. Kai ignore les jappements et l'attaque néanmoins. Mais à sa grande surprise, la petite créature s'avère assez difficile à attraper. Tandis que la bataille fait rage, Zayanna rejoint Kai dans son combat et l'aide à immobiliser la petite créature avec son couteau pour lui donner le temps de chercher la pierre divine de Diablo. Cependant, après que Kai ait fouillé le corps de la petite créature, il réalise rapidement que la pierre divine ne s'y trouve pas non plus et devient encore plus confus. C'est alors qu'une masse bleuâtre informe fait saillie de la bouche de la petite créature canine et continue de menacer de tuer Kai pour sa pierre divine. Cependant, avant que cela n'arrive, Kai s'enfonce dans le monstre informe avec sa lame de vent atomique et en extrait enfin la véritable pierre divine de Diablo. Sans hésitation, Kai fend la pierre divine de Diablo, détruisant ainsi son corps physique, puis renvoie le dieu terrestre de Diablo d'où il est sorti. Au moment où les nuages sombres commencent à disparaître du ciel, Kai aperçoit un aperçu d'un autre monde à l'intérieur du nuage de brume du dieu terrestre de Diablo. Mais avant qu'il ne parvienne à bien observer le monde qu'il contient, celui-ci disparaît complètement, laissant derrière lui Shendor, l'hôte originel. Peu après, Shendor se réveille et retrouve sa sœur Zayanna, tandis que Kai s'effondre d'épuisement et de faim. Quand il se réveille, il se retrouve dans le campement d'Abridor, avec environ 10 000 macaques monstres qui l'acclament et le vénèrent comme le grand dieu de l'arbitrage. Après avoir organisé une cérémonie en l'honneur de Kai, Abridor le conduit à la salle à manger et laisse le gars affamé se régaler de toutes les délices que les macaques monstres ont à offrir. Peu après avoir mangé à sa faim, Kai conclut une alliance à long terme avec Abridor et son armée de macaques, puis quitte et joue pour Lag à l'aube. Quelques heures après le début de leur voyage de retour, Kai croise Zayanna en chemin et s'arrête pour lui dire au revoir. Après avoir jacassé sur la façon dont elle allait devenir la nouvelle reine monarque de la terre de Eju, Zayanna donne à Kai la chance de demander tout ce qu'il pense qu'elle peut lui offrir juste pour le remercier d'avoir sauvé Eju. En entendant cela, Kai lui dit de libérer DeSwolf de son contrôle, et après que Zayanna le fasse sans effort, il met fin à leur conversation, lui fait ses adieux et continue son voyage vers le village de Lag. Quelques heures plus tard, Kai retourne à Lag et retrouve Jose, qui s'entraîne actuellement pour lui rendre la dague qu'elle lui avait donnée plus tôt. Après les petites discussions d'usage, Kai lui présente la dague de Jose, mais lorsque la main de Jose touche la sienne, elle sent sa pierre divine sauter des battements et se fige sur place. C'est alors que Manso et ses potes débarquent pour souhaiter la bienvenue à Kai au village. Et tandis que José s'enfuit, embarrassé, Vezin sent que Kai a grandi et mûri depuis son retour de mission. Cela dit, Ola arrive en porteur de mauvaises nouvelles et rapporte à son père qu'ils doivent encore enquêter sur la disparition de Gandalf. Vezin sait que dès que ces aristocrates de la capitale royale réaliseront qu'il a disparu, ils accuseront Lag. Alors, avant que cela n'arrive, il promet de demander de l'aide au comte local. Plus tard ce soir-là, Kai rend visite à Elsa, toujours dans le coma et inconsciente dans la tente de Porek, et passe un moment à discuter de leur avenir ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, à votre avis, que va-t-il arriver à Kai ensuite? Va-t-il affronter un autre ennemi redoutable ou vivra-t-il heureux pour toujours comme dans les contes de fées? Dites-nous tout en commentaire. Et si vous voulez d'autres résumés d'animes comme celui-ci, jetez un œil à cette vidéo.